Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Mercredi 12 août, je suis passée en direct sur Instagram pour un live sur la saison d'éclipse qui nous occupe en ce moment et un décryptage de l'éclipse solaire en Lion du 12 août 2026. J'ai dû le faire en 2 fois parce que j'avais pas mal d'infos à donner et malheureusement, lorsque j'ai voulu récupérer les replays, la première partie qui faisait environ 1 heure avait disparu. Pourtant, j'ai bien activé sur mon Insta l'option mémoire d'archives. J'ai fouillé dans tous les sens, j'ai pas retrouvé, désolé. Mais ok, ce n'est pas la première fois que ceci m'arrive. Ce ne sera certainement pas la dernière. Alors me voici devant mon micro dès que j'ai eu le temps pour re-enregistrer l'info qui a disparu et faire un tout avec la deuxième partie du live qui, elle, j'ai pu la récupérer. Je ne pourrai malheureusement pas répéter exactement dans l'ordre où j'ai abordé les choses dans la première partie du live ici, mais je vais faire de mon mieux et je vais profiter pour faire quelques rappels super importants sur les éclipses. Alors commençons. Les éclipses sont des lunaisons, c'est-à-dire des nouvelles lunes et des pleines lunes à caractère exceptionnel. Et je dis à caractère exceptionnel parce qu'elles se produisent à des moments de l'année où Lune, Terre et Soleil sont dans un alignement tellement rare que la Lune, avec sa toute petite taille, arrive à masquer partiellement ou totalement, comme ça a été le cas de l'éclipse du 12 août, le disque solaire comme vue de la Terre. Si nous avions des alignements tels tous les mois de l'année, nous aurions tous les mois de l'année des éclipses. C'est pour cela que je dis que les éclipses sont des lunaisons à caractère exceptionnel, parce que 2 fois par an, Lune, Terre et Soleil sont dans cet alignement. Un autre point sur les éclipses. Elles s'étudient dans la branche de l'astrologie qu'on appelle astrologie nodale, parce qu'elles sont reliées au nœud lunaire. Je ne vais pas t'expliquer ici le pourquoi du comment. J'ai pas mal de contenu gratuit sur ma chaîne YouTube dans une playlist qui s'appelle Astrologie nodale et éclipse. Je te laisserai le lien dans l'article qui va avec cette vidéo dans la boîte d'infos ci-dessous. Si tu as envie d'aller bien plus loin dans ton étude de l'astrologie nodale, je t'invite à venir dans le dossier Astrologie nodale de l'espace éducatif où là tu vas trouver des dizaines de leçons pour comprendre non seulement les nœuds lunaires de manière générale, les éclipses comme les phénomènes qu'ils sont, etc., mais tes nœuds lunaires de naissance et comment lire les éclipses et les transits de l'axe nodal dans ton thème à toi. Maintenant, les éclipses se tiennent normalement par paire. Nous en avons généralement 2, parfois 3, 2 fois par an, ce qui fait qu'on peut avoir entre 4 et 6 ou 7 éclipses sur une année. Ces 2 périodes de l'année pendant lesquelles nous avons des éclipses s'appellent les saisons d'éclipses. Chaque saison d'éclipse dure environ 6 à 8 semaines. Chaque astrologue a son calcul. Moi, je prends la nouvelle lune non éclipsée antérieure comme début de la saison et la nouvelle lune non éclipsée postérieure comme fin de la saison d'éclipse, ce qui me donne une période de 8 semaines. Pendant les 8 semaines que dure la saison d'éclipse, nous avons beaucoup d'activation des nœuds lunaires, des planètes qui font aspect à l'axe nodal, notamment les conjonctions, ce sont les plus importantes. Et c'est pour ça que l'on parle après de saison d'éclipse de nœud nord, parce qu'il y a plus de planètes, Soleil, Mercure, Vénus généralement, du côté du signe où se trouve le nœud nord, ou des saisons d'éclipse de nœud sud, parce qu'il y a plus de planètes du côté du signe où se trouve le nœud sud. Ça nous fait des saisons d'éclipse de nœud sud ou de nœud nord, avec plus d'activation du côté du nœud sud que du côté du nœud nord, en sachant que l'axe nodal reste un axe et que toute planète qui fait aspect à un nœud est en train de faire automatiquement aspect à l'autre. Alors, on considère beaucoup dans les activations les conjonctions, mais on sait parfaitement que si une planète est en conjonction au nœud sud, par exemple en Lion, elle est en opposition au nœud nord en Verseau. Ça, c'est un fact. Maintenant, ce qu'il faut considérer et intégrer dans notre façon de transiter les saisons d'éclipse, c'est qu'avec toutes
ces activations nodales, nous le ressentons à un niveau énergétique. Comment et pourquoi ça? L'énergie des nœuds est directement liée à nos dimensions subtiles. C'est un langage qui parle à notre âme. Ici sur Terre, nous venons faire l'expérience de la réconciliation des dimensions tangibles, ce que moi j'appelle la 3D, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, et nos dimensions subtiles, ce que j'ai décidé d'appeler la 5D. De manière générale, au long de l'année, nous fonctionnons très bien avec notre mentalité et nos outils 3D. Nous avons nos agendas, nos téléphones, nos emails, nous planifions avec notre mental, nous agissons avec notre énergie masculine, nous obtenons des résultats de nos actions que nous mesurons pour ajuster le tir si nécessaire, etc., etc. Et c'est comme ça que nous avançons et c'est très bien. Sauf que quand nous entrons dans des périodes hautes en énergie 5D, comme peut être une saison d'éclipse, nos outils 3D perdent leur utilité. T'as beau t'organiser, planifier, hiérarchiser, tes engagements d'âme passent en premier. Les trucs que tu avais dit qui pouvaient attendre se font ultra urgents du jour au lendemain. Le plan super ambitieux que tu avais mis en place pour obtenir une promotion ou autre tombe à l'eau ou ralentit ou on te le reprogramme pour 6 mois plus tard, par exemple. On tombe malade, on a des retards inexplicables, on se retrouve avec des dossiers chauds bouillants entre les mains et sans préavis. Yes, ladies and gents, it's eclipse season. Et du coup, face à tout ceci, à ton avis, est-ce que c'est une bonne pratique de stresser, angoisser, se cacher, fuir ou paniquer? Non, on est d'accord. L'urgence que tu ressens en saison d'éclipse est explicable pour toutes les raisons que je viens de te donner et toutes les raisons que je vais te donner par la suite. Par contre, agir dans la 3D, animé par cette urgence, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et je vais t'expliquer pour que tu aies un peu plus d'éléments. Et je vais te renvoyer à nouveau vers cette playlist que j'ai dans ma chaîne YouTube où tu trouveras de très riches leçons pour approfondir dans la compréhension de ce que sont les éclipses et de ce que les transits de l'axe nodal impliquent. Écoute, moi je sais que ton ego, mon ego, son ego, tous nos égos veulent une vie belle, joyeuse, harmonieuse, pleine de surprises, Instagram ready, super agréable, de réussite, de reconnaissance et d'applaudissements du monde entier. Mais je vais te dire aussi un truc que je sais. Notre âme s'en fout, mais royalement, de tout ça. Notre âme, elle a la niaque évolutive. Elle a faim d'apprentissage. Elle sait à quel point le temps sur Terre est précieux. Et donc, l'expérience sur Terre est précieuse. Tu sais, on n'arrive pas n'importe comment ici sur Terre. Il nous faut déjà avoir un contrat avec 2 autres âmes qui vont faire le rôle de maman et de papa pour qu'un corps puisse être mis à disposition de notre âme. Et que maman, cette maman biologique qui a tenu sa promesse de faire ça, devienne canal d'incarnation pour nous. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas parce que tu as un contrat que ces âmes avec qui tu as fait ton contrat vont tenir leurs promesses. Ce n'est pas le cas par défaut. On arrive ici, on a le voile de l'oubli, on ne comprend rien, on s'égare, on priorise comme une merde, on a peur. Bref, on oublie certains engagements. Alors oui, notre âme sait à quel point l'expérience sur Terre est précieuse. Elle n'est pas donnée, ce n'est pas un acquis. Et c'est pour ça qu'elle nous pousse à faire le travail. Et justement, cette urgence que l'on ressent à chaque fois que notre axe nodal de naissance est activé par certains transits, par des progressions, par le retour, le fameux retour nodal, quand nous avons d'importantes activations collectives de l'axe nodal, nous entrons en saison d'éclipse. Là, on ressent cette urgence. Mais cette urgence, c'est notre âme en train de nous bousculer pour qu'on se décide à sortir du mode mollusque et qu'on fasse ce qu'on est venu faire à un niveau évolutif. Mais de rien ne sert, je te le dis en majuscule, je le répète, de rien ne sert comprendre cette urgence
qui t'est communiqué en langage 5D, littéralement avec le langage 3D. Et crois-moi, je ne te dis pas ça gratuitement. Saison d'éclipse après saison d'éclipse, même quand nous avons d'autres saisons importantes en énergie 5D, je reçois des demandes de consultation avec une urgence. C'est genre, non, mais si tu n'as pas une disponibilité pour après-demain, quelle est l'urgence qui t'occupe? Et pourquoi cette urgence? Et si tu as vraiment un truc urgent à faire, alors ne dépend pas d'une consultation quelconque, tu vois. Ou alors, il y a des personnes qui arrivent dans l'espace éducatif en cherchant urgemment du contenu, comme si tout se jouait le jour de l'éclipse, le jour du transit. Non, messieurs, mesdames, ceci est une très mauvaise pratique. Très peu de choses se jouent dans la vie sur une journée ou un événement, vraiment. Et si on n'est pas capable de voir d'où vient le tout, c'est parce qu'on manque d'outils. Mais je peux t'assurer que dans nos dimensions subtiles, les choses se passent bien avant qu'elles se matérialisent dans la 3D. Les kabbalistes disent que le temps divin est miséricordieux, et c'est vraiment ça, c'est réel. Si tu ressens de l'urgence, c'est pour que tu commences à donner sérieusement de l'attention à ton contrat sacré, à ta mission ici sur Terre, à ton life purpose, à trouver du sens à ce que tu es en train de cheminer ici, à tes engagements d'âme. Mais justement, que tu commences à donner sérieusement de l'attention. Et quand on parle de sérieusement, traiter quelque chose sérieusement ne peut pas se faire sur un jour, sur quelques jours ou sur quelques semaines. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure, quand on parlera de l'importance de rester serein et présent. À chaque saison d'éclipse aussi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour me dire « j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Écoute, personne ne peut te répondre à ça. C'est un mystère. Ça fait partie de l'expérience que nous venons vivre ici sur Terre. Et je sais que certains de mes collègues promettent des prédictions. Et tout ça fait délirer les égos de nous tous qui se disent « oh là là, je vais pouvoir enfin plier la fabrique de la réalité à ma volonté et contrôler tout mon environnement. » Mais messieurs, mesdames, ça c'est une illusion. C'est une illusion de l'ego. La fabrique de la réalité ne se plie pas à coup de volontarisme égotique. De l'autre côté, n'ayez pas peur. Franchement, cette saison d'éclipse, nous avons de bonnes éclipses en plus. Et de toute façon, je vais vous dire un truc. Écoute, dans le live qui a disparu d'Instagram, je vous racontais du film de Nolan sur l'Odyssée, parce qu'il y a environ 3 semaines, je suis allée voir l'Odyssée de Nolan. Et bon, j'ai mon avis, j'ai trouvé ça bien d'un côté, j'aurais fait d'autres choix de l'autre, mais ce n'est pas pour ça que je parle de ce film. Et je ne veux même pas donner la sensation que je suis en train de critiquer le film, parce qu'au final, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aurais choisi d'autres acteurs ou actrices pour certains rôles. J'ai adoré Matt Damon dans son rôle d'Ulysse. Mais bon, restons focus sur ce que je veux te dire. Ça raconte l'histoire d'Ulysse et les différentes épreuves par lesquelles il doit passer pour rentrer chez lui, le fameux retour à Ithaque. Et il y a cette longue scène lorsqu'il est dans cette île paradisiaque auprès de Calypso, une nymphe qui est représentée par Charlize Theron, et donc elle est magnifique, et qui en fait représente l'épreuve de l'oubli. Que nous avons d'un côté un Ulysse qui est dans une île paradisiaque. C'est super beau là où il est. Il ne manque de rien, il a tout à la portée de sa main. Il dort auprès d'une magnifique déesse. Et pourtant, tous les jours, il passe sa vie à regarder l'horizon, la mer lointaine, avec une nostalgie, avec tristesse. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais en fait, il est en train d'oublier quelque part sa mission, son objectif ultime, son but, son dessein qui est celui de rentrer chez lui, le retour à Ithaque. Et Calypso est en train de l'anesthésier avec les fleurs de lotus qu'elle lui donne à manger. Mais malgré ça, Ulysse a comme cette espèce de souvenir, un souvenir pas clair. Alors, je ne sais pas si tu es au courant que cette histoire de l'Odyssée raconte l'histoire de l'âme. Enfin, elle peut être lue à plusieurs dimensions, mais l'une d'entre elles est certainement celle de l'âme.
L'âme qui, attrapée dans une prison paradisiaque, a quand même un souvenir des petites réminiscences de ce qu'elle est venue faire ici. Et c'est pour ça qu'il y a cette nostalgie et cette tristesse. Que moi, j'étais en train de regarder le film et j'étais en train d'y réfléchir par la suite. Et je pensais à tous ces moments calypso de nos vies où on se raconte l'histoire avec notre ego ici sur Terre, qui nous est fondamental. Ok, je ne suis pas en train de critiquer l'ego pour le critiquer, mais qui est déconnecté de nos engagements d'âme. Et donc l'ego nous raconte que toutes les choses devraient être faciles et que la flemme d'aller encore vivre des trucs difficiles et exigeants. Mais notre âme, comme Ulysse, elle regarde la mer et dit « Mais c'est quoi cette merde ? Je me fais chier ici, dans cette île paradisiaque. Je veux pas rester ici pour toujours. J'ai cette sensation de tristesse, de nostalgie, que Platon d'ailleurs a expliqué quelques centaines d'années plus tard, avec le mot anamnèse, qui est l'émergence du souvenir, de la mémoire. Mais de quelle mémoire ? De la mémoire de l'âme, de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle est, de ce qu'elle est venue faire ici, nous souvenir de qui nous sommes. Et du coup, à chaque fois que nous sommes dans des moments évolutifs comme celui-ci, nous ressentons l'appel, messieurs, mesdames. Mais il faut avoir le discernement aussi. Parce que, en ce moment, tout le monde est en train de parler beaucoup aussi de cette éclipse, parce que, oh là là, un événement super rare, et tout l'effet putaclic, de donne-moi tes clics, et plein d'autres collègues magnétiseurs énergéticiens en train de prévenir, attention, faites gaffe, c'est une énergie super puissante. Et en fait, on fait des amalgames. Je ne suis pas en train de dire que les magnétiseurs et les énergéticiens n'ont pas raison, absolument. Pendant la saison d'éclipse, on se calme de jouer avec l'énergie. On reste low profile à un niveau énergétique. On soigne énormément son corps, ses temps de repos, et on accueille ce qu'il y a à accueillir. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que avec l'engouement des médias d'un côté, avec les informations données en mode short de 60 secondes sur YouTube ou les fameux Reels sur Insta ou encore le monde de TikTok dans lequel je n'y vais jamais parce que c'est un espace de naufrage, les gens terminent par faire une amalgame très grande entre toutes ces informations qui sont arrivées à eux par petits morceaux et qui ne font pas un tout cohérent, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sensation de peur, parce que j'ai entendu quelque part que c'était pas bon, fallait faire gaffe. Oui, mais c'était les magnétiseurs en train de te dire fais gaffe, à un niveau énergétique, ne fais pas de rituel en ce moment, tu vois. Mais il n'a pas eu le temps, parce qu'il est en train de faire des TikToks de 30 secondes. Donc, je ne sais pas comment te l'expliquer autrement, que tout ça est un foutu bordel, et que ça vous met dans une fréquence vibratoire qui est justement celle que vous ne devriez pas être en train de vous laisser habiter, parce que quand on est en train de vibrer dans la fréquence vibratoire de la peur, nous ne pouvons pas être présents. Nous ne pouvons pas être attentifs et lucides à ce qui se déroule dans nos vies pour que nous, on puisse discerner ce qui demande une action plutôt rapide ou ce qui demande juste de laisser se dérouler les situations pour que nous puissions ensuite prendre action de façon beaucoup plus intelligente et stratégique. Donc d'un côté, il y a « Ne nous laissons pas emprisonner par Calypso ». Souvenons-nous que nous sommes venus ici faire des trucs fantastiques. Nous ne sommes pas venus vivre une vie plate, molle et banale. Nous ne sommes pas non plus venus vivre dans un drame international. Mais nous sommes venus faire une expérience de vie. Et cela implique, comme on dit en anglais, qu'on mette de notre peau, to put your skin in it, que tu mettes ta peau dedans. Et je sais que vous allez me dire, certains d'entre vous allez me dire, non, mais c'est très difficile, ça fait trop longtemps, je ne m'en sors pas, la vie est dure.
Et oui, je sais, il y a des passages de vie de merde. Je vais pas te dire le contraire. Mais à quoi nous sert de nous focaliser constamment sur la difficulté? Et attention, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut nier ou contourner la douleur. Jamais tu ne m'écouteras dire qu'il faut refouler ou réprimer ou nier quoi que ce soit. Vivons nos douleurs, traversons nos souffrances, faisons nos deuils. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir dire oui à la vie. Que quand on est constamment en train de baigner dans la douleur, dans la colère que peut nous faire sentir certaines difficultés, dans l'injustice, on n'est pas en train de regarder le futur. Déjà, on n'est pas en train de vivre l'instant présent. On est en train de regarder le passé. Et quand on regarde le passé, eh ben, on est quelque part endormi par Calypso et ses fleurs de lotus. Nous ne sommes pas venus vivre dans cette situation. Nous sommes venus faire des explorations courageuses de cette vie. Et pour celles et ceux qui est en train de vous dire Calypso, c'est agréable, c'est l'île paradisiaque, c'est la bombe qui dort avec moi tous les soirs, ce n'est pas cette galère sans nom que je suis en train de vivre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu sais, Star Babe, il y a des fois où même les plus difficiles des situations deviennent des périmètres de familiarité pour nous et deviennent donc notre Calypso avec laquelle on se laisse endormir et on oublie qu'on est venu faire d'autres trucs et que ça demande de sortir de ce périmètre de confort, même s'il est désagréable. Alors, si nous sommes venus faire des explorations courageuses de cette vie, eh bien, il nous faut accepter que cette vie sur Terre fonctionne dans une dynamique 3D, 5D. Et que dans les saisons 3D, eh bien, on planifie les choses et les choses fonctionnent comme nous on a planifié. On se dit, on va partir en vacances tel jour, de telle date à telle date, on va voir les amis en soirée tel jour, on a des projets plus ou moins en fonction de notre capacité à nous motiver, à rester persévérants, on avance. Et pendant les saisons 3D, beaucoup dépend de nous, de ce que nous décidons et de comment nous avançons. Mais il y a comme ça des périodes de l'année qui sont non négociables, parce que nous sommes venus jouer avec ces deux dimensions, où nous entrons dans des périodes hautes en énergie 5D. Et heureusement qu'elles arrivent, parce que là, notre âme peut dire, maintenant c'est moi qui va commander. Maintenant, c'est pas toi, enfin, c'est pas ce personnage là-bas en bas qui est en train de décider de notre sort. Maintenant, c'est les temps de l'âme. Et donc, ces petits trucs que tu avais dit que tu allais organiser, petit A, petit B, petit C, tout ça arrête de fonctionner comme tu l'avais prévu. Et le truc que tu t'es dit, ouais, j'ai le temps pour faire ça, vient à toute vitesse te réclamer ton attention urgemment. Et les choses comme toi, tu les avais décidées, entreprises, organisées, se réorganisent et toi, tu n'as pas le droit de donner ton avis. Et ces situations arrivent pour certains d'entre nous pour créer de la nouveauté, pour d'autres pour ramener des fins. Certains les vivront douloureusement, d'autres les vivront avec un soulagement. Pour d'autres, ça vient ramener des crises très salutaires. Les crises sont très salutaires parce qu'elles nous permettent de remettre en question ce que nous étions en train de faire jusque-là. Enfin, chaque personne, en fonction de son contrat d'âme, en fonction de ses besoins, en fonction de son vécu, en fonction de son développement, va vivre ces situations hautes en 5D de façon différente. C'est pour cela que je te dis qu'il est fondamental que dans les saisons hautes en 5D, la saison d'éclipse concrètement, nous soyons attentifs, nous mettons la meilleure de nos volontés pour participer intelligemment à ce qui se présente à nous dans la mesure de ce que nous sommes capables de faire à un instant T. Il y a des fois dans la vie où nous avons plus de ressources, nous avons plus de force, nous avons plus d'énergie vitale et nous avons plus de capacité à invoquer notre courage. Il y a des fois dans la vie où on est plus fragile et on ne se sent pas très courageux. Et on sait que le sujet de la 5D est venu nous chercher, mais on ne veut pas regarder parce qu'on a peur, parce que c'est dur.
parce que c'est en lien avec nos limitations, c'est en lien avec nos croyances limitantes, nos peurs, nos conditionnements, notre karma, on pourrait aussi l'appeler comme ça. Et dans tout ça, écoute, moi je suis aussi ici pour te dire, traite-toi bien. Traite-toi bien parce que de rien ne sert, ni que tu sois focalisé sur la difficulté, la douleur, la souffrance constamment, ni que tu sois en train de te maltraiter parce que tu devrais être en train de faire ci ou ça. La meilleure façon de transiter quoi que ce soit dans cette vie est en étant ton meilleur allié. C'est la meilleure de mes recommandations. Tout ce que je propose d'ailleurs comme contenu dans le membership Architecte de ma vie, dans les expériences pédagogiques que je lance plusieurs fois par an, dans les consultations de coaching, quand vous venez me voir pour un rendez-vous astro, tout ce que je propose a cette recommandation de fond, deviens ton meilleur allié. Parce que quelle que soit la situation que tu dois vivre, qui se présente à toi, si tu ne peux pas compter sur toi-même, alors sur qui ? C'est pour ça qu'après on fait des burn-out. Parce que notre ego s'acharne à continuer à obtenir les résultats et à tracer dans un sens qui n'est pas en accord avec nos engagements d'âme. C'est pour ça que je dis que les périodes hautes en 5D sont aussi là pour que nous n'oublions pas notre humanité. Parce que tu sais, les personnes qui se déconnectent de leur dimension subtile, donc du langage 5D, de cette dimension 5D, deviennent inhumains et cruels. C'est très dur vivre déconnecté du sens, de la spiritualité, des dimensions supérieures. C'est très dur. Et justement, il y a quelques semaines, quand on démarrait le voyage de Mercure en Cancer, la dernière expérience pédagogique que j'ai proposée, j'ai expliqué dans le live d'ouverture avec le tarot, parce que j'aime bien me servir du tarot pour expliquer certains trucs, parce que le tarot, notamment les 22 arcanes majeurs, sont un livre d'instruction de la vie, de manière chiffrée. Et donc on était en train de parler du mystère, non ? Et la 5D et les choses qui arrivent, sur lesquelles on n'a aucune main, où on se dit « mais comment est-ce possible ? C'est inexplicable ?» Je l'ai rêvé, ou bien les fameuses synchronicités, et tous ces événements que la science matérialiste ne peut absolument pas expliquer aujourd'hui, et qui, pourtant, sont bel et bien réels. Tout ça est au service d'accepter le mystère avec un M majuscule. Et donc, dans ce live, je parlais avec les participantes qui se sont inscrites au voyage de la suite de l'âme dans le tarot, surtout la lame qui vient après une lame que personne n'aime. Ça fait 25 ans que je tire le tarot dans ma vie et chaque fois que cette lame sort sur la table, tout le monde est là « Oh non, mon Dieu, quelle horreur !» C'est la lame de la tour ou la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Tu sais, il y a une tour, il y a des éclairs, c'est une scène de destruction, des personnes en train de se jeter dans l'air. Et elle parle de structures qui s'effondrent. Et bon, elle annonce des moments qui ne sont pas nécessairement agréables. Mais dans la suite d'arcanes majeures, la lame qui suit après la tour ou la maison Dieu, c'est l'étoile, qui est une lame de connexion aux instances supérieures. Et je montrais aux participantes à ce direct la lame de l'étoile. Et je t'invite, toi, dès que tu as un petit moment, à aller regarder, ou peut-être tu veux arrêter cette vidéo maintenant et aller la chercher pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Et si tu peux la mettre juste à côté de la maison Dieu, tu vas comprendre mieux ce que je veux te dire. La lame 17, la lame de l'étoile, est à genoux en regardant la scène qui se tient à sa gauche. Quand on les met côte à côte et qu'on met la lame 16, la maison Dieu d'abord, et ensuite la lame 17, l'étoile, elle est comme dans un geste d'humilité, d'acceptation, comme si elle était en train de faire une révérence face à cet événement qui a totalement changé la donne, qui est l'événement Tour ou l'événement Maison Dieu.
Et à partir de ce point-là du tarot, aucun des arcanes majeurs ne porte un message négatif ou de destruction. Tous les arcanes qui suivent sont des arcanes d'élévation. Donc c'est clair que cette carte, cette scène que représente la maison Dieu ou la tour, marque un tournant. Et tout ceci est en lien avec ce que l'on vit pendant les saisons d'éclipse, les tournants de vie qui nous demandent de développer l'humilité, de nous agenouiller face au mystère, mais pas de nous agenouiller en nous écrasant, en manquant de respect envers nous-mêmes. Nous agenouiller avec humilité vers ce qui est plus grand que nous, vers ce que nous ne pouvons pas contrôler, vers ce que nous ne pouvons pas expliquer nécessairement. Et c'est pour ça que l'étoile, la lame 17 du tarot, s'agenouille, parce qu'elle dit « je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça devait se passer. Et cet événement a marqué un tournant dans ma vie. Donc je m'incline devant le mystère. » L'ego ne veut rien entendre de s'incliner devant le mystère. L'ego, il n'a que des reproches à faire. Et dire « mais pourquoi ? Mais c'est super dur. Mais il faut que je me méfie. La vie est difficile. » Tu sais, en consultation, je vois des personnes qui me racontent des épisodes très durs et douloureux de leur vie. Et moi, je demande toujours, parce que c'est super important, pour que ce que tu as vécu te serve pour la suite, se poser la question, bon, qu'est-ce que cela t'a appris ? Et certaines personnes me disent, ah ben j'ai appris que la vie est difficile, j'ai appris que je ne peux pas me fier, j'ai appris que pour moi, entreprendre c'est fini, je ne le ferai jamais plus, ou que la vie de couple, ce n'est pas pour moi. Alors que moi, je regarde les thèmes et je vois des thèmes d'entrepreneurs ou des thèmes où les relations sentimentales sont hyper mises en avant. Un contrat d'âme qui demande ça, tu vois. Et je m'empresse toujours de corriger. Ça, ce n'est pas un bon apprentissage. Un apprentissage qui te limite, qui te sépare, qui te fait sentir diminué, incapable, qui t'éloigne de la possibilité de vivre une vie plus pleine. Ce n'est pas un apprentissage. C'est ton ego qui te raconte une salade. Donc, si tu as une situation de vie de laquelle tu as tiré un apprentissage en guillemets de ce type, cette situation de vie est à resignifier. Elle est à reprendre et à reconsidérer depuis une perspective plus évolutive et édifiante pour toi. Et oui, il y a l'étape de vivre ces épisodes traumatisants, de reconnaître et de s'avouer que ça a été traumatisant, parce que si on ne se l'avoue pas, on va traîner le stress et toutes les mauvaises compréhensions de cette expérience qu'on a vécue. Mais une fois qu'on a regardé cette douleur en face et qu'on a fait le deuil, alors on est capable de voir que finalement, cet épisode de vie était au service de notre croissance, de notre développement, de comprendre la vie d'une façon plus large et de devenir plus humain. Et si on n'intègre pas la dimension 5D, si on n'intègre pas le mystère, la dimension spirituelle de notre existence, eh bien nous devenons cruels avec nous-mêmes et avec les autres. L'ego pur et dur est hyper inhumain, comme une machine en fait. Et du coup, si nous vivons complètement polarisés dans la dimension 3D, nous ne sommes pas en train de faire la mission principale en lettres majuscules que nous sommes tous venus ici faire sur Terre, qui est celle d'intégrer la dualité, de réconcilier les paradoxes. Et le paradoxe, nous avons un corps en 3D et nous sommes en train d'évoluer en 3D, mais la 5D est toujours à l'œuvre, est l'un des plus grands paradoxes que nous sommes venus réconcilier. Et les saisons d'éclipse, entre autres, sont ces moments de l'année où nous en prenons conscience, où nous réalisons à quel point notre ego ne contrôle rien du tout, et que même chercher le contrôle peut être source d'une grande souffrance. Donc c'est là que nous commençons à nous poser des questions, les bonnes questions. Il doit y avoir autre façon de faire les choses.
Mais malheureusement, il y a certains qui se laissent habiter par cette urgence et l'ego reprend le contrôle et dit bon, alors s'il faut trouver une solution, elle doit être obligatoirement trouvée avant demain à 21h30 parce que c'est le jour de l'éclipse. Ah là là. Bref, donc pour continuer, lorsque nous avons des périodes hautes en 5D, il est important de savoir apaiser sa dimension émotionnelle pour pouvoir cultiver une plus belle présence. Rester présent, attentif et serein pour voir avec lucidité ce qui se présente à nous et que nous puissions nous en occuper. Pour cela, priorisez s'il vous plaît le sommeil de qualité, le repos, les moments de contemplation. Priorisez aussi de l'exercice corporel pour canaliser le surplus d'énergie. Les étirements, délicieux pour détendre le corps. Les promenades dans la nature, plus de contact avec la nature et les animaux, beaucoup plus, si possible. Tu ne sais pas à quel point la géométrie sacrée, énergétique de la nature et des animaux est bénéfique pour le système nerveux humain. Alors priorisons la sérénité, top 1 des priorités. Et si tu ressens de l'urgence, stop, ralentis, respire, fais quelques étirements, reviens à toi. Parce que tomber dans le piège de l'urgence est tomber dans les griffes de ton ego qui n'a aucun respect pour tes engagements d'âme. Et ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. L'ego est au service de l'âme, pas au service de lui-même. Tu comprends? Waouh, 36 minutes. Je vais faire 1 heure, je pense, comme le morceau de live qui a disparu. Tant que j'y suis, j'ai d'autres précisions concernant les nœuds lunaires. Nous avons 2 calculs des nœuds lunaires, le vrai et le moyen. Je ne vais pas vous expliquer ici les différences, mais il faut que vous sachiez que personnellement, je travaille avec les 2, mais de différentes manières. Et que quand j'étudie les transits de l'axe nodal, pour le collectif, je considère le calcul moyen parce que j'ai vérifié de nombreuses fois qu'il est bien plus précis dans ses manifestations collectives. Un autre truc super important, on ne peut pas lire l'axe nodal natal de la même manière que l'axe nodal en transit. On ne peut pas comprendre le nœud nord natal pareil qu'un nœud nord en transit, ni le nœud sud. On ne peut pas lire les transits de l'axe nodal pour un individu pareil que pour le collectif. Ça ne peut pas être compris de la même façon, ça ne va pas s'exprimer de la même manière. Et dans le dossier astrologie nodale, tu trouves maintes leçons qui expliquent tout ceci. Les transits appliqués à l'individu servent le contrat sacré de l'individu et viennent activer les temps de l'âme de l'individu. Il se manifeste de manière cohérente pour ce que cet individu est venu apprendre, désapprendre, rectifier ou corriger karmiquement au cours de cette incarnation. Les transits au niveau collectif sont au service de la conscience collective et résonnent avec le niveau de conscience collective présente sur Terre. Ils vont mettre en lumière des situations difficiles, de manière générale révéler l'ombre et révéler les déséquilibres. Et c'est justement le fait que chacun d'entre nous travaille à un niveau individuel en pleine conscience qu'ensemble nous pouvons faire évoluer les choses et utiliser ce que le cirque de la 3D, comme je l'appelle, nous renvoie pour faire notre travail évolutif. Tu comprends? Aussi, je clarifie un autre point en ce qui concerne le nœud nord et cette tendance que j'ai du mal à expliquer qui dit que tout ce vers quoi pointe le nœud nord est le bien et que le nœud sud est le mal. Il y a d'emblée une confusion très importante. Je le vois en ce moment, enfin ça fait des années que je l'observe, mais en ce moment, les peu de fois que je vais traîner dans les réseaux, je me rends compte à quel point il y a cette confusion de genre « Oh, le nœud nord en Verseau !» Il y a une idéalisation en ce moment du signe Verseau parce que Verseau c'est la rébellion, la révolution et comme il y a le Pluton en Verseau, le power to the people et écoutez, non, Verseau dans son côté d'ombre, c'est des masses de gens capables de causer beaucoup de dégâts. C'est l'effet de vague. Et le Pluton en Verseau, duquel j'ai déjà parlé aussi dans certains contenus,
dans ce que tu trouves dans ma chaîne YouTube, Pluton, c'est un point d'ombre de ouf. Et je crois que les gens ne s'en rendent pas compte. Et en plus, on est au tout début du transit de Pluton. Du coup, je pense qu'on va voir beaucoup l'ombre de l'archétype Verseau. Ça va nous permettre de comprendre cet archétype plus profondément. Mais ça ne va pas se passer du joli côté. Hein. Et penser ça, c'est faire fausse route. Hein. Que pour rappel, hein, quand le nœud nord est entré en bélier, là, tout récemment, il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ? On s'est lancé dans des guerres de partout. Des guerres d'ailleurs extrêmement importantes. Extrêmement importantes à cause des enjeux géopolitiques. Donc non, ne viens pas me dire que le nœud nord, c'est le bon et le merveilleux. Maintenant, est-ce que toutes ces situations nous ont permis de mieux comprendre l'archétype bélier ? Absolument. Absolument. Est-ce que ça a été agréable et tout bon ? Non. Enfin, dans le sens où « Ah, tout va bien se passer ». Non. Allons demander à ceux qui se trouvent en zone de guerre. Je ne suis pas en train de dire non plus que par défaut, tout transit de l'axe nodal va mettre en avant les trucs négatifs. Comme je te disais, au final, ce transit est au service d'éveiller les consciences, de développer une plus grande conscience. Le nœud nord va nous montrer ce que nous devons voir pour connaître davantage cet archétype et que nous puissions grandir, évoluer. Le nœud sud, pareil, le nœud sud va mettre en avant des situations qui doivent être désapprises, qui doivent être désassimilées. Et un autre point important que je souhaite clarifier aussi, je voudrais démystifier cette idée qui dit « Non, mais moi je n'ai rien en Verseau, je n'ai rien en Lion, je n'ai rien là où sont les nœuds en ce moment, je ne suis pas du tout concernée par ces éclipses ou ces transits de l'axe nodal. » Alors non, nous sommes tous concernés parce que c'est l'axe nodal et que l'axe nodal nous parle de mouvements évolutifs et karmiques collectifs portés par tous les individus qui faisons partie de ce collectif. Alors après, c'est sûr que si tu as des planètes personnelles, notamment tes luminaires, soleil ou lune, et même l'ascendant, les angles de manière générale, mais l'ascendant, à 2-3 degrés du point où se tient une éclipse, c'est sûr que tu vas être concerné de plus près. Après, ça ne se jouera pas le jour de l'éclipse, hein, vraiment, je te le répète. Et si quelqu'un est en train de te faire sentir cette urgence, de genre, non, il faut que tu fasses un truc hein, le jour de l'éclipse, fuis. Ou en tout cas, sache que c'est une stratégie pour obtenir des clics ou je ne sais pas quoi de toi. Alors fais gaffe, ne te laisse pas emporter. Et ensuite, sache que nous sommes tous concernés par les éclipses. Et que les éclipses nous racontent une histoire. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre comment les transits de l'axe nodal balayent comme ça, axe de maison par axe de maison, toute notre roue. Et que éclipse après éclipse se tisse une histoire de conscientisation, de compréhension, d'apprentissage et de désapprentissage. Mais que les choses ne sont pas à compartitionner, parce que ça c'est encore un truc que l'on fait. Ah non, mais l'éclipse elle est passée, c'est fini, rien ne s'est passé. Non, non, non. L'éclipse a démarré un processus qui va s'étendre sur, tiens-toi bien, 6 mois, 18 mois, 36 mois, 9 ans, 18 ans, et j'arrête là, parce que bon, ça commence à dépasser ce qu'on a envie d'écouter quand on comprend des processus. Mais donc ne rangeons pas les situations dans des tiroirs qui ne sont pas connectés, parce que justement, les éclipses et les transits nodaux nous permettent de voir comme the big picture, comme on dit en anglais, tu vois, et faire le lien dans notre histoire de vie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des éclipses, il est important de se dire « Attends, quelle est la dernière fois qu'on a eu des éclipses de cette même catégorie dans le temps? Qu'est-ce qui se passait dans ma vie à cette époque-là? Comment étais-je en train de vivre tout ça ?» Et t'intéresser à ton passé, t'intéresser à ton histoire. Tu sais, un tas de monde, pareil, me demande des consultations pour comprendre un transit
de l'axe nodal. Et quand je leur dis, bon, étudions un peu, oui, non, mais le passé ne m'intéresse pas, mais comment tu vas comprendre un transit de l'axe nodal qui arrive? Par exemple, un retour nodal. Un retour nodal, c'est quand l'axe nodal en transit passe sur ton axe nodal de naissance. C'est-à-dire que par exemple, toi, tu as le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge, eh bien, tu as vécu très récemment ton retour nodal direct, qu'on l'appelle, que je suis en train d'enregistrer ce contenu mi-août 2026, et l'axe nodal est en train de quitter ces signes-là. Le nœud nord a été en poisson, le nœud sud en vierge. Et on a aussi le retour nodal inversé, qui est quand l'axe nodal circule en transit sur ton axe nodal, mais de manière inversée. C'est-à-dire que toi, tu as le nœud nord en poisson, le nœud sud en vierge, et le transit de l'axe nodal est nœud nord en vierge, nœud sud en poisson. Ça, c'est encore un moment très important. Mais si tu ne comprends pas ton axe nodal de naissance, et si tu n'as pas étudié le passé, ce que j'appelle faire ces recherches astrobiographiques, que j'encourage dans quasiment tous les dossiers de l'espace éducatif, que ce soit Saturne, la Lune, Mars, peu importe le dossier, faire ta recherche astrobiographique, pas juste pour donner sens au passé, mais pour comprendre ce qui t'a emmené jusqu'à ce présent et savoir sur quoi tu comptes pour la suite. Alors intéresse-toi à ton histoire, prends le temps de la comprendre, de voir comment ce que tu as vécu a résonné avec ton contrat sacré. Et surtout, ne te précipite pas dans ce travail parce que sinon tu vas le bâcler. Et un dernier point, avant d'aborder directement cette saison d'éclipse, que je souhaite clarifier ici, et également en lien avec la compartimentation d'événements. Qu'on se dit « Ah non, la saison Lion, moi je ne suis pas concernée » ou « Rien à voir avec le nœud sud en Lion alors qu'on est en pleine saison Verseau ». Messieurs, mesdames, j'ai un exemple pour vous très concret. Le 18 septembre 2024, nous avons eu la première éclipse de toute la série Poisson Vierge 2025-2026. Je dis la série 2025-2026, malgré le fait que la première éclipse qu'on a eue a été en 2024 et la dernière qu'on aura sera en 2027, parce qu'en fait, le transit de l'axe nodal s'est inscrit entre 2025 et 2026. Mais bon, retournons à cette première éclipse qui a été une éclipse en Poisson. Quelques semaines plus tard, un monsieur qui s'appelait Brian Thompson, PDG de United Healthcare, la plus grande compagnie d'assurance santé aux États-Unis, était assassiné à New York devant l'hôtel Hilton alors qu'il se rendait à une conférence investisseurs. Et au-delà de la douleur que tout ça a pu causer à sa famille, que je ne veux absolument pas minimiser, ce que ce meurtre a mis en lumière sont plusieurs problématiques structurelles du système de santé américain qui ont été largement relayées dans les médias et les débats publics, dont un système de santé hyper marchandisé, où les assureurs sont accusés de privilégier le profit au détriment des patients, des pratiques de refus et de retard des soins systémiques, parfois automatisées s'il te plaît, par des IA qui sont celles qui décident si le financement des soins justifié ou pas, 40% des foyers américains endettés à cause des frais de santé, plus de 25 millions d'Américains sans couverture santé et des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année faute de soins accessibles. Moi, personnellement, l'usage de l'IA et des algorithmes pour refuser des soins, ça m'a tué à l'époque. Et cette affaire qui se poursuit, parce que Luigi Mangione, qui est le meurtrier, a reconnu il y a quelques jours avoir tiré sur Thompson et il a plaidé coupable. On ne sait pas encore la suite. Ça devrait être décidé d'ici décembre 2026 en ce qui concerne sa sentence. Mais cette affaire, elle a mis en lumière la colère sociale profonde des Américains face à un modèle où l'accès aux soins dépend largement de la capacité à payer, mais aussi de la bonne volonté des assureurs. Et je pense que tous ceux qui avons eu affaire à un assureur à un moment donné ou à un autre de nos vies, nous savons que la bonne volonté n'est pas parmi leurs valeurs.
Bref, on n'est pas là pour parler des assureurs, mais pour te dire à quel point toute cette histoire, toute cette affaire résonne à 100% avec les grands axes thématiques du transit du nœud sud en Vierge. Pourtant, tout cela s'est déclenché avec une éclipse en Poisson. Alors non, ce n'est pas parce que nous sommes en saison Verseau que nous ne pouvons pas avoir des thématiques chaudes bouillantes Lion en cours et vice-versa. Il faut savoir garder un œil global et inclusif. Maintenant, en ce qui concerne cette saison d'éclipse 2026. Bon déjà, pourquoi est-ce que je parle de la première saison d'éclipse 2026 si on est en août 2026 ? Eh bien parce que moi je fonctionne par année astrologique. Et donc pour moi, celle-ci est la première saison d'éclipse de l'année astrologique 2026. La deuxième, on va la voir au mois de février. Février 2027 en année civile, mais qui sera encore l'année astrologique 2026. Ce sera la fin de l'année astrologique 2026. Ok, comme tu peux voir à l'écran, cette saison d'éclipse court du 14 juillet 2026 au 11 septembre 2026. Et elle comporte une éclipse solaire de nœud sud en Lion et une éclipse lunaire de nœud nord en Poisson. C'est une saison d'éclipse mixte. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que nous avons deux axes activés. Nous avons l'axe Verseau-Lion activé avec l'éclipse en Lion et l'axe Poisson-Vierge activé avec l'éclipse en Poisson. Et ces dernières saisons d'éclipse, on a eu beaucoup de saisons mixtes. Et je pense que ceci va aider certaines personnes qui sont en train de se dire « mais c'est pas possible, j'ai l'impression que je suis sollicitée par 18 000 trucs en même temps dernièrement, j'ai l'impression de ne pas pouvoir souffler ». Et vous me dites même quand est-ce que ça va s'arrêter ? Eh bien, pas tout de suite, parce que même dans la série Verseau-Lion, nous allons enchaîner des saisons d'éclipse mixtes comme ça. Mais je vais t'expliquer qu'est-ce que je veux dire quand je parle de saison mixte. Sans vouloir en faire la norme, on a généralement une éclipse dans un signe et 15 jours plus tard, une éclipse dans le signe opposé et complémentaire. Ceci arrive normalement comme ça, sauf lorsque nous sommes dans des moments de transition entre axes nodaux. Et là, on a une petite éclipse qui nous annonce que l'axe va bientôt basculer dans un nouveau axe de signe. Mais la série Vierge-Poisson a été très hétérogène. On a eu des éclipses sur l'axe Bélier-Balance jusqu'à très tard, qui se sont entrelacées avec des éclipses Poisson-Vierge. Et puis, on n'a pas terminé de travailler avec cet axe-là que se présentent déjà les éclipses sur l'axe Verseau-Lion, alors que la dernière éclipse en Vierge va se tenir en 2027. Et en fait, avoir tous ces changements et tous ces événements de type nodal, en même temps, plusieurs axes en actif avec ces éclipses fait qu'on ait cette sensation de devoir être en train de jongler avec 18 000 trucs ultra importants. Et c'est pour ça que on est plus fatigué que d'habitude. Et comme je te disais, la série Verseau-Lion va se poursuivre dans cette même dynamique. Du coup, tout ce que je te disais tout à l'heure de garder ta sérénité, de prioriser le repos, etc., est d'autant plus important avec ce que je viens de t'expliquer ici. Mais concrètement, l'éclipse solaire totale à 20 degrés Lion qui s'est tenue le 12 août 2026, qu'est-ce qu'elle déclenche ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Bon alors, je te le résume en une seule phrase. Cette éclipse marque la fin d'une identité, la fin d'un rôle ou la fin d'une façon de faire avec laquelle tu es suridentifié. Dans l'astroletter que j'ai envoyé au sujet de la saison d'éclipse, je démarrais avec ces deux phrases. Pas toutes les saisons d'éclipse ont pour but de changer ton parcours. Certaines arrivent pour changer ta perspective. Et cette phrase est très intéressante parce qu'elle est en effet très en lien avec ce que nous propose une saison d'éclipse et cette saison d'éclipse, et qu'elle renvoie également à l'archétype Mercure qui a un rôle protagoniste dans cette saison d'éclipse, comme je te l'explique dans le workbook que j'ai fait pour l'occasion. Alors, une éclipse de soleil chez le soleil, ce n'est pas n'importe quoi. Le soleil en Lion est chez lui, il est en domicile.
et il a été éclipsé chez lui. C'est donc un événement majeur. Cette éclipse nous renvoie vers différentes dates du passé que je vais citer ici pour tes recherches astrobiographiques parce qu'elles marquent des chapitres importants de ce processus d'apprentissage évolutif karmique en lien avec cette éclipse en Lion. La date la plus récente et la plus pertinente à mon avis est celle de août 2023. Pourquoi ? Parce que à cette date-là, concrètement le 13 août 2023, nous avons eu une conjonction inférieure Vénus-Soleil, un Venus Star Point, qui s'est fait exactement à 20 degrés Lion. Et ce n'est pas juste cet événement, la conjonction inférieure, c'est que avec les conjonctions inférieures au Soleil, Vénus démarre des voyages. Et donc, ce Venus Star Point a démarré le voyage de Vénus en Lion. Un voyage qui a duré 18 mois où nous avons étudié ensemble et de manière très empirique à travers les mystères de Vénus, l'ombre et la lumière de l'archétype Lion. Que tu aies fait le voyage avec moi ou pas, ce voyage s'est tenu symboliquement dans ta vie. Okay ? Donc ce serait intéressant que tu puisses retourner à ces dates-là et te questionner comment tu étais en train de vivre à ce moment-là l'archétype Lion et comment se manifestait l'ombre et la lumière de cet archétype dans ta vie. Quelques jours plus tard, le 16 concrètement, août 2023, nous avons eu une nouvelle lune à 23 degrés Lion, qui est l'ancêtre de ce nouveau cycle lunaire métonique qui démarre le 12 août 2026. Ensuite, nous avons 2017 et 2018 comme les 2 dernières années où nous avons eu le transit de l'axe nodal en Verseau-Lion. Sauf que à l'époque, c'était des éclipses de nœud nord en Lion. Cette fois-ci, le nœud sud est en Lion. Okay ? Et en sachant ça, tout ceci nous renvoie vers 2008, qui est la dernière éclipse solaire de nœud sud que nous avons eue en Lion et qui d'ailleurs fait partie de la même famille d'éclipses à laquelle appartient l'éclipse du 12 août 2026 et qui est le cycle Saros 126 concrètement. Et cette histoire de cycle Saros et de famille d'éclipses est super intéressante, mais bientôt 1 heure au micro, donc je vais raccourcir. Je te recommande grandement l'ouvrage de Bernadette Brady, The Eagle and the Lark, parce que dans ce livre, elle développe une explication claire du cycle Saros, comment chaque éclipse appartient à une famille, comment chaque série dure environ 1300 ans et produit une éclipse tous les 18 ans et quelques jours, et comment chaque éclipse d'une même série exprime une énergie thématique commune. Et donc, elle a sa propre méthode, elle a dressé les thèmes de naissance de chaque série Saros à partir de la première éclipse de la série et elle en déduit un thème clé pour toute la famille d'éclipses. Et du coup, Brady, dans ce livre, The Eagle and the Lark, nous explique que le 126, elle n'utilise pas cette nomenclature, mais je ne vais pas non plus te mélanger les pinceaux. Restons à la nomenclature de la NASA. Donc, 126 est un cycle Saros dont le thème central est trouver des options après une situation bloquée ou décourageante. C'est une famille d'éclipses qui marque des tournants, où l'on passe d'une situation qui était lourde à l'émergence de nouvelles voies possibles sur les plans personnels, créatifs et même existentiels. Elle l'explique littéralement comme ça, je l'ai traduit. Cette série Saros parle de sortir d'une situation très négative, sans espoir apparent, vers un espace plus positif contenant de nombreuses options. Une inquiétude se dissipe, la solution est montrée par le cosmos, il faudra la saisir sans trop tarder. Alors, petit friendly reminder que si on est dans l'urgence et l'agitation, on risque de ne pas voir avec clarté quelles sont ces solutions et comment on peut saisir ces opportunités. Donc, restons présents et sereins pour voir les opportunités. Brady a surtout étudié les séries Saros d'éclipses solaires, alors que NASA attribue des cycles Saros séparés aux éclipses solaires et aux éclipses lunaires. Mais dans son livre, Brady relie
les éclipses lunaires a sa nomenclature d'éclipses solaires. Et l'éclipse lunaire du 28 août 2026, celle qui suit là en Poisson, est rattachée à cette même série qu'elle a appelée South 10, Sud 10. Alors maintenant que je t'ai précisé tout ceci, je vais te laisser avec la suite du live que j'ai pu sauver, où je te détaille un peu plus les thématiques de l'éclipse solaire en Lion. Pour rappel, j'ai créé un workbook en mode feuille de route pour cette saison. Il existe en 2 versions, une version deep, profonde, intégrale pour les membres du membership Architecte de ma vie et les personnes qui sont inscrites au dossier Astrologie Nodale, et une version riche mais quand même plus light pour les personnes qui sont abonnées à ma mailing list. Alors, si tu es intéressé à voir la version intégrale, viens te joindre à nous sur Architecte de ma vie. Et si la version light te suffit, je te laisse le lien pour télécharger la bête dans l'article de blog qui accompagne cette vidéo et que tu trouves sur YouTube, tu le trouves dans le lien que je t'ai laissé dans la boîte d'infos. Pour terminer cette émission sur l'éclipse en Lion. Donc, clé numéro 1, c'est la fin d'une identité. Une identité, une façon de faire, un rôle que tu as développé au cours des 8-9 dernières années. Ce rôle arrive à terme. Il va y avoir une petite difficulté, oui, laquelle tu es très identifié avec ce rôle. Donc, ça rend un peu plus difficile le lâcher prise. Est-ce que ça te fait du bien de te libérer de ça? Oui. Donc, tu peux participer en donnant un petit peu de ta réflexion et en disant de quel rôle est-ce que moi je veux me libérer? Un rôle qui me permette d'être plus authentique, qui me permette de connecter de manière plus fluide avec ma créativité, avec ma force créatrice. Pourquoi? Parce qu'on est en Lion. Ok? Très bien. Le lien que tu peux faire également avec tout ça, ou une façon de travailler avec tout ça aussi, est de t'intéresser à ton soleil natal. Il est où ton soleil? Parce que lors d'une éclipse solaire, tous les soleils de nous tous sont quelque part convoqués. Genre, les gars, vous êtes en train de faire quoi? Alors ton soleil, il te parle de quoi? Comment est-ce que tu as exprimé cette énergie jusqu'ici? Le soleil de nous tous parle de une responsabilité que nous avons, comme un dharma. C'est quelque chose qui nous appartient et que nous venons donner ultra généreusement. Ok? Mais, comme je disais, il y a la responsabilité dharmique de dire qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette énergie, comment je suis en train de la mettre là-dehors. Donc, questionne-toi, est-ce que tu es en train d'honorer ton soleil? Dans quel signe est ton soleil? Quels aspects il fait aux autres planètes? Comment cela s'exprime dans ta vie? Comment tu peux transformer ça en lumière pour apporter au monde? Parce que tu sais, il y a quelque chose de magnifique par rapport à la lumière qui émane comme ça de nous, que nous laissons émaner de nous authentiquement. Et c'est qu'elle a le pouvoir d'éclairer d'autres personnes qui sont en train de nous regarder. Et pas parce que nous allons tous devenir conférenciers, écrivains, politiciens, ou j'en sais rien, tu vois, nous n'avons pas besoin d'avoir tous un rôle public. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Moi, tu me vois là face à la caméra en train d'honorer mon soleil en Gémeaux, mais personnellement, tu me demandes, et moi, je suis pas du tout une personne publique. Au contraire, j'aime bien être là dans mon coin en train de faire mes histoires et je n'aurais jamais voulu dans ma vie être VIP, ok? Celebrity ni rien du tout. Mais donc, du coup, chacun dans notre rayon, quel que soit le rayon que nous choisissons, nous pouvons être source de lumière pour les autres. Nous pouvons être source d'inspiration pour les autres. Nous pouvons donner généreusement de cette lumière et avec cette générosité avec laquelle nous sommes en train de la donner,
des personnes vont la recevoir et ça va déclencher quelque chose en elles aussi parce que nos soleils parlent avec les soleils des autres. Et donc ça reprend ce que je te disais tout au début, l'enfant lunaire qui est là, ouais, non, je n'ai pas suffisamment, c'est trop douloureux, ça me fait mal, j'ai peur. Parce que la dernière fois, j'ai appris que je ne pouvais pas prendre des risques. Oh là là, c'est bon quoi, mec, là, ta gueule. Maintenant, je vais m'occuper un peu de mon soleil. Parce que quand tu parles et que tu te laisses habiter par l'enfant lunaire, tu ne fais que synchroniser ton énergie avec les autres enfants lunaires. C'est pour ça qu'après, mon Dieu, l'enfant lunaire, vraiment, si plus de personnes s'occupaient de leur enfant lunaire, on aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde, je te le dis. Mais bon, donc, on est là pour la conscience, toi et moi, non? On est là pour la conscience. Donc, ton soleil, qu'est-ce qu'il est ton soleil? Quelle est la plus belle description que tu peux faire de ton dharma solaire? Ça, ce serait un exercice que tu pourrais faire ces jours-ci, non? Autour de l'éclipse, de dire, mon soleil, si mon soleil était un poème, non? Qui va inspirer le monde entier, qu'est-ce qu'il dit, ce poème? Si tu as le niveau, parce que nous n'avons pas tous enfin moi si, mais pas tout le monde a le niveau en astrologie pour faire ça. Regarde ton soleil progresser. Alors ton soleil progresser n'annule pas du tout ton soleil natal. Il vient lui donner un sous-ton. Hein? Donc il est où ton soleil progresser? Hein, parce que peut-être que tu es, je sais pas moi, soleil en bélier. Et donc ton poème est de courage, de détermination, d'avoir la patate, de donner la niaque, de vouloir gagner, être pionnier dans la vie. Mais si ça se trouve, ton soleil progressé, il est en Gémeaux et tu peux faire ça à travers ce que tu dis, comment tu parles aux gens, comment tu t'adresses à ton équipe de travail, à tes collègues, tu vois. Par exemple, ton soleil natal va toujours être ton soleil natal. Rien ne remplace ton soleil natal. Mais ton soleil progressé peut nous donner des sous-tons de ton soleil natal. Et toi, ça peut t'aider. Comment es-tu en train d'honorer cette énergie solaire? Comment es-tu en train de la donner? Quel est ce rôle qui t'a servi par le passé, hein? On n'est pas en train de critiquer non plus le rôle, mais quel est ce rôle qui aujourd'hui t'empêcherait d'aller un peu plus loin dans le partage de ton énergie solaire et ce que tu fais avec ton énergie créatrice? Peut-être que tu as peur de certains trucs, non? Nous sommes en ce moment dans des situations ultra nouvelles. D'ailleurs, dans le thème de l'éclipse, nous avons plein de planètes dans les premiers degrés. Déjà, il y a la fameuse dynamique transpersonnelle, comme je te l'explique depuis 1 an et demi, qui est dans les tout premiers degrés des signes, Pluton, Neptune, Uranus, dans des signes de feu et d'air. Et donc, clairement, on est dans un appel à un nouveau truc, on est en train de créer de la nouveauté. Mais ce qui m'a paru super intéressant, c'est que dans le thème de l'éclipse, nous avons également Mars à 0 degré Cancer et l'axe nodal, calcul moyen, à 0 degré Poisson pour le nœud nord et Vierge pour le nœud sud. Et là, si on ne sait pas faire une lecture efficace astrologique, on se dit, ben voilà, encore des planètes en début de signe. Non, messieurs, mesdames, ce n'est pas la bonne lecture. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. Eh bien, parce que l'axe nodal avance à reculons. Donc, c'est-à-dire que un axe nodal à 29 degrés est un axe nodal qui est à ses tout débuts de cycle, et un axe nodal à 0 degré est un axe nodal qui termine. Il est en train de se comment on dit, obtenir de son diplôme. C'est bon, on a fait ce qu'il fallait faire ici. Ok? Donc, cet axe nodal à 0 degré nous parle d'une fin. C'est vrai qu'elle communique avec les autres planètes dans les premiers degrés des signes, c'est sûr, parce que par degré, le facteur degré en astrologie est super important. Mais attention à la lecture qu'on est en train de donner à ça.
à un niveau évolutif, Poisson Vierge, qui a été un axe tellement important pour que le mystère, qu'on l'invite dans nos vies vraiment avec sérieux, parce qu'en plus, bon, le nœud nord, dès son entrée en Poisson, avait fait ses conjonctions à Saturne et tous ces trucs-là dont je vous ai parlé en 2025. Et ensuite, nous avons Mars. Et tu me diras, mais Mars, il avance pas à reculons. Mars, il est à 0 degré Cancer. Oui, madame. Mais oui, monsieur, je vais te dire un truc. Mars, il est en fin de cycle métadieux Cancer. Et on le sait parce qu'il est à 0 degré Cancer, qui est le signe où il a démarré un cycle il y a 2 ans. Quand il a fait sa rétrogradation entre Cancer et Lion, et qu'il a fait son opposition, je pense que c'était le 16 janvier 2025 peut-être, je ne me rappelle plus la date concrète, mais il a fait son opposition au Soleil. 26 degrés de l'axe, Cancer, Capricorne. Mars en Cancer, le Soleil en Capricorne. Donc oui, 16 janvier, ça me paraît une date très factible. Et là, Mars a démarré le voyage de Mars en Cancer. Mars en métadieu Cancer. Notre énergie masculine en train d'apprendre à travailler avec le contenu émotionnel et les affects que représente Cancer. En sachant que nous avons enchaîné par la suite avec un transit de Jupiter en Cancer pour élargir notre capacité intérieure d'accueillir l'expansion. Messieurs, mesdames, ce Mars en Cancer n'est pas en début de cycle. Ce Mars en Cancer est en train de entrer dans sa phase de récolte. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de récolter en Cancer? Figure-toi que c'est bien important ce que nous récoltons en Cancer, parce qu'en Cancer, nous avons travaillé notre capacité émotionnelle à tenir et à soutenir nos processus de manifestation. Donc, dans ce très difficile histoire que nous allons être en train de faire, de lâcher une identité, parce que, et je dis difficile parce que quand on lâche une identité, eh bien, tu sais ce que tu laisses derrière toi, mais tu sais pas vraiment vers où tu vas. Et si on est trop accroché avec l'enfant lunaire, eh bien, on veut pas lâcher parce que non, on veut avoir la sécurité de ce qui arrive. Mais ce que je te disais tout à l'heure, soyons courageux. Disons, je lâche. Et je me fais confiance pour devenir quelque chose de plus lumineux. Et donc, à quoi je peux m'accrocher entre-temps? À mon soleil, à l'énergie de mon soleil, à mon dharma solaire. Qu'est-ce que je suis venue apporter à ce monde? Et est-ce que je peux le mettre en lumière et en valeur dans ma vie? Est-ce que moi-même, en nommant, c'est pour ça que je te disais, écris le poème le plus magnifique pour décrire ton soleil. Parce que quand tu le nommes, tu le valorises, tu le fais exister, et tu te le notes, et tu écris ton poème ou ta description de ton soleil, et tu le gardes, tu l'emmènes avec toi dans ton agenda au boulot, où tu te fais un fond d'écran de ton téléphone, et tu le regardes à chaque fois, et ça t'inspire. Et si à un moment donné, ça arrête de t'inspirer, eh bien, tu écris un autre. Tout ça pour t'accompagner, pour rester focalisé sur ce qui est important, au lieu de te distraire à non, il va se passer un mauvais truc, non? Et après, on a certains astrologues qui font de l'astrologie mondiale bon, après, c'est sûr que quand une éclipse traverse comme ça un pays, elle annonce d'importants changements, même constitutionnels, hein. Je parle pour l'Espagne, je sais en plus que le soleil de l'Espagne est en Sagittaire, et donc voilà. Bon, bref, occupe-toi de ton soleil, concentre-toi sur ce que tu es venu donner, réfléchis sur ce que tu voudrais arrêter d'être pour t'autoriser à être autre chose. Tu vois, même si ça te fait peur, ce n'est pas grave, t'es pas obligé de le faire d'ici la semaine prochaine. Aucun stress, tu peux étaler ça sur les prochains 18 mois et ça va très bien se passer. Et nous, on va continuer à venir ici, discuter. Il y a aussi un truc super intéressant dont j'ai parlé dans l'agenda astro, je pense. Tu le trouves dans le dossier Life Mapping.
Je te disais qu'il y a une astrologue que j'aime beaucoup, que j'ai déjà citée de nombreuses fois dans différents contenus. Elle s'appelle Bernadette Brady. Elle a écrit tout un tas de livres, dont The Eagle and the Lark, où elle nous propose une lecture des éclipses en fonction de la famille à laquelle ces éclipses appartiennent. C'est un peu technique, donc je ne vais pas te prendre le chou avec ça, je vais juste te donner les clés de cette éclipse qui appartient à la famille 126. Je regarde. Exactement. Les familles d'éclipses s'appellent Saros, et cette éclipse donc du 12 août appartient à la famille Saros 126, dont le thème central, d'après Bernadette Brady, qui fait un travail assez conséquent à un niveau recherche et tout ça, hein. C'est pas qu'elle a canalisé un truc, non. Bon, bref, mais je te le résume. Elle décrit comme ça le thème central: trouver des options après une situation bloquée ou décourageante. Tu vois? Et tout d'un coup, eh bien, ça donne comme une autre petite nuance, à cette éclipse et au processus qu'elle démarre. Parce que bon, c'est quand même la première éclipse en Lion que nous allons avoir de la saison, donc forcément qu'elle démarre un processus, et qui pourrait te servir aussi dans tes réflexions, non? Qu'est-ce qui a été dans ta vie bloqué, ou qu'est-ce qui a été décourageant? Quelle est cette phase de stagnation, d'impasse, un peu de morale mou là, dans laquelle tu as été ces derniers temps, et ouvre tes yeux pour voir les nouvelles possibilités. Parce qu'en plus, on a Jupiter en Lion, messieurs, mesdames. Bon, de ça, on va parler dans une masterclass dans très peu de temps. Mais les opportunités, voyons-les. Parce que si on est en train de pleurer parce qu'on n'a pas je ne sais pas quoi, eh ben on ne peut pas être en train de regarder ce qui pourrait être et ce qu'on pourrait avoir. Donc mon invitation la meilleure en ce moment, c'est oui, fais ton deuil de quoi que ce soit que tu dois faire, mais ensuite encourage-toi à dire oui à la vie, oui à ce qui vient, oui à ces nouvelles facettes de toi, oui à trouver des façons créatives de nous partager ta lumière solaire. Ne nous prive pas de ça, s'il te plaît. Alors peut-être que moi je n'aurai pas le droit à ta lumière solaire parce que je ne fais pas partie de ton cercle d'amis, des personnes qu'il y a dans ton quartier, du boulanger, de la dame que tu croises à la poste. Mais toi, connecte avec cette énergie et dis comment je peux faire ça, comment je peux donner ça, comment je peux faire un level up de ce que je fais avec mon énergie solaire. Non. Et inspirer les autres à avoir envie, eux aussi, d'être leur énergie solaire. Et ça va te permettre de sortir, non, de cette phase d'impasse dont nous parle Bernadette Brady, et commencer à regarder de nouvelles options. Au final, c'est ça ce qui éveille notre créativité. De dire, enfin moi je ne sais pas, mais toi, mais moi j'adore quand je suis là, comment je pourrais faire différemment? Comment je pourrais faire différemment? Donc voilà, fin d'un cycle de découragement. On veut ça, non? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est une bonne éclipse, n'aie pas peur. Bon allez, je vais m'arrêter ici, je vais vous remercier beaucoup. Personne n'a rien dit, hein? Nobody says anything. J'espère que vous allez très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah! J'ai fait un workbook pour t'accompagner au long de cette saison d'éclipse et pendant la saison entre les éclipses, donc entre le 12 août et le 28 août, nous allons passer ce portail de très haute énergie 5D. Et donc j'ai fait un petit workbook avec des questions pour que tu l'utilises pour t'accompagner si tu veux. Et dès que cette vidéo sera mise en ligne sur YouTube, je laisserai le lien quelque part pour que tu puisses te télécharger ce workbook. Et voilà, et si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser quelque part et ce sera avec grand plaisir que je te les répondrai. Et je reviens très rapidement pour parler
de tout ce qui suit. Merci de m'avoir accompagné. À bientôt.